Alors pour la présentation rapide de ce qu'on trouve, tu vois, il y a des murs, il y a beaucoup de murs, et on comprend pas tout. On comprend pas grand chose même. Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste. On commence à être rodé en vrai en refermement d'un truc. S'il vous plaît, ne me faites pas caler. Ah putain, mais attends, Étienne, il devait aller au marché. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode du format Hors les murs. Le format où je vous fais découvrir par les oreilles un lieu où l'histoire médiévale est encore présente. Donc vous le savez, pour ce format, je vous conseille d'écouter dans un endroit plutôt calme ou alors avec des bons écouteurs ou un bon casque pour que vous puissiez bien savourer toute l'immersion sonore. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons dans cet épisode visiter un site de fouilles archéologiques. J'ai été contactée par Mathias Bella et Étienne Cournet pour venir passer une journée sur le site des Moulineaux, un petit chantier de fouilles archéologiques qu'ils coordonnent quelque part dans la forêt de Rambouillet, dans le département des Yvelines. Dans cet épisode, nous allons vous raconter l'histoire de ce lieu, les Moulineaux, en quoi il est intéressant de faire des fouilles ici, vous donner un aperçu de comment on travaille en archéologie et je vais faire rencontrer plein de personnes fort sympathiques que vous allez entendre. Là, on est en voiture et on va arriver sur le site de fouilles. C'est vrai. Je me fie à tes applaudissements. Non, il veut pas Il y a eu sans permis de se projeter sur C'était où quand j'étais 10 € d'essence? J'en veux pas, je verrai avec Ah, les écoute. Je vais concerter d'abord mon huile. Est-ce qu'on reste à sec ou pas? Est-ce qu'on fouille dans des bonnes conditions? Moi je C'est suis pas ça la pour vraie que question. non. C'est pas ça la vraie question. C'est du check, On Toto. en a là à ma tasse. L'autre jour il marchait le clip. Mais en fait, je pense qu'avec la pluie, l'humidité et tout, il se rétracte. Non, la pousse, elle est lourde. Elle est que pour voir la peau. Et pas que pour voir. Moi, c'est Mathias Bella. Je suis donc co-directeur avec Étienne de la fouille à Poigny. Je viens de finir un master au Muséum d'histoire naturelle en archéologie, archéologie des périodes préhistoriques. Et l'année prochaine, donc, je commence à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne, un master sur le site des Moulineaux. Donc moi, je travaille surtout sur l'application de techniques issues des sciences du sol et sciences de la terre à l'archéologie. Et est-ce que tu peux nous décrire où nous sommes aujourd'hui? Alors les auditeurs et auditrices ont peut-être entendu, il y a des bruits d'oiseaux, il y a un petit peu de pluie. Alors on est au cœur donc de la forêt de Rambouillet, sur le site des Moulineaux, qui se trouve donc dans la vallée de la Guêle, au sein du parc national de la vallée de Chevreuse aussi. Donc c'est une zone protégée, une zone Natura 2000, d'où les nombreuses espèces d'oiseaux qu'on peut entendre. Malheureusement pour les auditeurs, ils ne peuvent pas voir, mais une végétation aussi assez luxuriante, avec différentes espèces d'arbres ou d'arbustes. Et donc le site des Moulineaux vient donc se poser autour de Poigny-la-Forêt, petite commune à une dizaine de kilomètres de Rambouillet. Et donc on est entouré au sud par plusieurs étangs et au nord par la butte Vendôme, qui est une butte assez connue. Et un peu plus à l'est, on a donc les Rochers d'Angennes, un site connu, en tout cas qui a été connu pour ses spots d'escalade et qui aujourd'hui est plutôt un site touristique où l'escalade maintenant est prohibée. Et voilà, donc ce site est vraiment, a été abandonné pendant de nombreuses années, donc d'où la végétation assez abondante. Et subsistent des vestiges médiévaux, la chapelle, donc avec le cœur de la chapelle, une partie de la nef à moitié effondrée, les remparts tout autour du site, avec les douves du côté ouest et du côté nord, ainsi qu'un nymphée, ou une étuve, on ne sait pas encore exactement, qui se situe donc sur la partie est, cette fois-ci, près de la Guêle. Et alors raconte-moi, quelle est l'histoire de ce lieu? Pourquoi est-ce qu'on a ce bâtiment ici? Alors ce bâtiment qu'on voit aujourd'hui encore conservé en élévation, c'est ce que je disais, c'est le chœur avec une partie de la nef. Il est issu donc du bâtiment originel Grandmontin, donc fondé aux alentours du XIIe siècle. Donc on a un texte d'une dotation royale en 175 et quelques,
je ne me rappelle plus la date, où en fait les moines, donc, qui a l'ordre Grand-Montin, qui est un ordre comme on appelle ça, mendiant, vient s'installer donc ici, donc dans un lieu un peu sauvage en fait. C'est le mythe de l'isolation. Donc ils viennent s'installer ici dans une zone marécageuse. Ils aménagent une partie des étangs pour cultiver le poisson, notamment le vendredi, où religieusement c'est important. On a des textes qui mentionnent des anguirariums, donc des bassins anguilles. Et au niveau donc, des constructions, ils installent donc, le bâtiment qu'on va encore aujourd'hui conserver et le prieuré, donc, qui s'agence autour d'un cloître au sud donc, de la nef. C'est un bâtiment de forme carrée, type cloître, avec une cour au centre, avec donc 4 ailes. Donc, l'aile nord dédiée uniquement donc, à l'église, l'aile est plutôt à certaines fonctions on va dire religieuses, notamment les salles d'écriture, etc. L'aile sud plutôt dédiée à la cantine, la cuisine, et l'aile ouest à l'accueil et aux étages peut-être les chambres, on ne sait pas exactement. On a quelques textes qui parlent de ce prieuré, donc c'était environ une douzaine de moines au maximum qui vivaient ici. Et on avait une séparation entre les clercs et les convers, donc les clercs qui avaient les fonctions religieuses, de prière, d'écriture, et les convers qui avaient les tâches plus ingrates, on va dire, avec l'agriculture, l'entretien, l'aménagement, voilà. Donc le site dépérit un peu, le prieuré du coup des Moulineaux est rattaché au prieuré de Notre-Dame de Louis à Dourdan, donc qui se situe à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau, qui est un peu plus imposant. Et donc autour du 15e siècle, 16e, donc le site dépérit peu à peu. Et du coup le site ensuite est racheté par la famille d'Angène autour du XVIe siècle. Et une des seules conditions du rachat, c'est de garder donc, le chœur de la chapelle, donc, afin que messe y soit dite. Voilà, ça c'est vraiment cette phase de transition. Elle n'est pas très bien connue, mais il y a quand même quelques textes et quelques plans qui nous mentionnent. Et on sait du coup qu'à partir du moment où le prieuré devient en fait un manoir seigneurial, un château, il y a aussi des réaménagements qui sont effectués. Donc on a notamment l'aile ouest qui est abattue pour en faire une grille. Et donc en fait on a une cour ouverte sur un bâtiment U comme ce qu'on connaît au château de Rambouillet ou même au château de Versailles. À cette même période, c'est un château type un peu Renaissance, quoi. Les murailles aussi, elles sont sûrement refaites parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en tout cas une construction plus type 16e, voire 17e. Peut-être liée aux guerres de religion en fait, où ils se protègent, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs conflits dans la région. Pareil, la famille d'Angène, du coup, peu à peu abandonne le site et c'est racheté par le comte de Toulouse, donc fils légitime, il me semble, de Louis XIV, autour du fin 17e, début 18e. Donc lui qui va faire, le réhabiliter un peu, puis en faire un relais de chasse. Donc il y a un autre bâtiment qui est construit, un peu à l'ouest de la chapelle, entre la muraille et la chapelle. Le bâtiment des communs, donc. Sûrement aussi des aménagements liés aux écuries, enfin diverses activités. Là, il est utilisé plus ponctuellement. À la Révolution, donc, la propriété est saisie par l'État, puis il est revendu à plusieurs bénéficiaires privés qui l'utilisent comme atelier de charpente dans le cœur de la chapelle. Et puis courant 19e, jusqu'au début 20e, mais en fait la Gueule qui se situe donc à une cinquantaine de mètres à l'est des murailles va être utilisée par une fabrique d'étain qui va breveter un protocole en fait de frappe de l'étain. Et donc va utiliser en fait la force hydraulique de la Gueule dans un moulin pour donc frapper l'étain. Donc on retrouve encore aujourd'hui le bâtiment du moulin avec quelques restes de la fabrique. Au courant du XXe siècle, donc la fabrique est abandonnée et là le site part en décrépitude progressivement. Il est racheté donc par un propriétaire privé qui est le comte de Fels. Enfin voilà, de main en main, ça se transmet de génération en génération jusqu'au début du XXe siècle, du XXIe siècle, où le site était dans un état assez, on va pas dire catastrophique, mais en tout cas assez délabré. La chapelle commence à vraiment à s'effondrer, même si déjà au début du XXe, la majorité des bâtiments n'est déjà plus présente. Là, même la chapelle commence à s'effondrer, en tout cas à être en piteux état. Et on a aussi mention, en tout cas on sait de sources assez sûres qu'il y a eu diverses fêtes de type un peu rave party qui ont eu lieu sur le site. Alors c'était pas des grosses rave parties avec des sound systems, c'était plutôt des gens de Rambouillet ou des alentours qui venaient pour faire la fête ici. Quelques sources qu'on a, on le date entre fin des années 80 au début jusqu'aux années 2010.
C'est aussi une des thématiques de recherche qu'on aimerait un peu développer. Et donc voilà, donc le site donc sert un peu de lieu de fête. Le propriétaire du coup, ça lui plaît pas réellement. Et pour empêcher donc les teufeurs ou les gens de venir profiter du site, en fait, ils creusent des trous à la mini-pelle ou on ne sait pas exactement comment. Donc plusieurs trous d'assez grande envergure. Manque de chance, ou plutôt coup de chance, ils tombent sur un mur en creusant ces trous et donc le mur exposé aux agents de l'érosion et du coup petit à petit devient de plus en plus délabré. Et c'est à ce moment-là, en fait, au tournant des années 2010, que plusieurs personnes de Poigny en fait, saisissent un peu la mairie pour agir et pour classer le monument déjà. Donc il est classé en 2012, il me semble, monument historique. C'est la chapelle ou le site entier qui est classé? La chapelle est classée monument historique en 2012 et le reste du site a été proposé monument historique, il me semble, cette année ou l'année dernière. Donc c'est en cours, mais c'est fortement possible que ça va être accepté. Bon, la pluie redouble d'intensité, on entend les gens sur le chantier qui gueulent un peu, c'est normal, hein, là on est sur de la bonne pluie. Hein. Donc là tu nous as raconté l'histoire du site, c'est donc à ce moment-là qu'un chantier est décidé, que des fouilles vont commencer. Comment tu es arrivé à fouiller sur ce site toi? Alors oui, voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là où la commune du coup il y a une association qui s'appelle Sauvons-les-Moulineaux qui est créée pour préserver la chapelle, donc il commence à avoir un engouement autour de ce patrimoine local. Le terrain est racheté en 2014 ou 2015 par la mairie, suite à de nombreuses négociations et âpres négociations avec le propriétaire. Et à partir de ce moment-là, il y a un projet donc, de restauration de la chapelle qui est décidé, mené par une entreprise donc, de restauration des monuments historiques. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a plusieurs membres un membre de l'association, en gros, qui est en contact avec la direction régionale des affaires culturelles, donc la DRAC, et notamment le SRA, service régional de l'archéologie. Donc cette personne qui s'appelle Olivier Chagot, il travaille aux archives à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc il en touche un mot donc, à Bertrand Tréboulot qui travaille au service régional de l'archéologie. Et par des connexions, donc Étienne et moi-même, on travaillait sur un chantier archéologique dans le sud de la France, autour d'Orange. On rencontre Bertrand dans ce cadre-là. Étienne venant de Rambouillet, la discussion petit à petit s'entame. Et Bertrand nous parle de ce site qui n'a jamais été fouillé, qui va être restauré, et sur lequel il y a un gros potentiel, on va dire, archéologique à documenter. Donc nous, on est encore en licence 2 à l'époque, transition, ouais. Fin de licence 2, donc on est encore un peu jeune au début pour commencer un chantier, donc on hésite un peu, et puis en fait on saute sur l'opportunité. Et donc c'est fin juin 2019, on monte une première opération. On a une petite équipe, là on est 8 élèves, donc en fait on est tous amis de licence, on se connaît plus ou moins tous. Il y avait une membre de l'association Sauvons-les-Moulineaux qui était venue pour voir, mais à part ça, on se connaissait tous. Et donc on fouille pendant une semaine, en fait on va s'intéresser un peu justement au plan du prieuré. Donc ça va être notre première base. On va utiliser le plan type, ce qu'on appelle le plan type du prieuré, établi sur d'autres prieurés grands-montins, pour essayer de trouver des murs, des niveaux d'occupation, etc. Mais là, voilà, effectivement, à part la chapelle, et là, il n'y a plus rien. Tout ce dont tu nous as décrit, tout ce qui est le cloître et tout ça, il n'y avait plus rien, plus de murs qui sortaient du sol, il n'y avait vraiment plus rien pour ça. Oui, voilà, en fait, le site est, comme j'ai dit, abandonné, plus ou moins abandonné dès le 19e siècle, donc la végétation reprend très vite ses droits, et ne subsiste donc, hormis la chapelle, que 2-3 élévations, un muret fait de pierre sèche, on pense qu'il date plutôt du 20e siècle, donc quelque chose un peu un mur de berger, quoi, si on veut, et un grand mur en élévation, effectivement, lui qui est encore conservé sur 7 mètres de hauteur, mais sur une largeur de uniquement 4-5 mètres. Donc on a un gros pan de mur conservé, très bien conservé, mais hormis ça, assez peu de détails. Les murailles tout autour du site sont encore assez bien conservées. Et on a aussi un puits donc, qui subsiste, mais bon, on ne voit pas trop ce qui se passe autour du puits. Et après ce chantier de 2019, qu'est-ce que vous avez décidé ? Comme l'opération s'était assez bien passée avec des moyens, on va dire, très restreints, parce que voilà, en archéologie, on fonctionne principalement avec des subventions, avec des dons d'autres associations ou de particuliers. Et du coup, on a décidé de porter un peu plus loin le projet. Il avait été très bien reçu par la DRAC. Puis il manquait en fait aussi beaucoup d'informations. En une année, on n'avait pas pu avoir toutes les informations qu'on souhaitait. On avait eu beaucoup de questions en fait en plus qui se sont posées, comme souvent en science. Dès qu'on cherche quelque chose, on se pose plus de questions qu'on en trouve. Et du coup, on a mené une deuxième opération en 2020, là sur 2 semaines. On était un peu mieux organisé. Et du coup, ça s'est tout aussi bien déroulé. Et on a pu commencer vraiment à
avoir un peu mieux connaissance, notamment en fait, du bâti qui est enfoui sous le site. Et là, on enregistre en juin 2021. Vous avez fouillé pendant combien de jours là du coup en juin? Là, cette année, on fouille 3 semaines, donc là, on est à 2 semaines et demie de fouille à peu près. On s'est un peu plus concentré sur les quelques secteurs qu'on avait déjà ouverts l'année dernière pour approfondir vraiment et arriver au bout des questions qu'on s'était posées, notamment sur le pan de mur au sud de ce qui pourrait être le prieuré. On l'avait exhumé pour la première fois en 2019. On avait retrouvé un pan donc, sur 7 mètres de longueur en 2020. Mais on n'avait toujours pas trouvé les fondations. On était déjà à 1 mètre de profondeur. On ne trouvait toujours pas le niveau de fondation. Les bases du mur continuent en fait de s'enfoncer. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, quand les ouvriers, que ce soit à l'époque médiévale, moderne, antique, en fait, pour poser un mur, vraiment creusent un peu la terre parce que voilà, ils ne posent pas même le sol parce que sinon c'est pas assez solide. Donc ils creusent un peu. Et généralement, il y a des aménagements liés à ce creusement. Donc c'est ce qu'on va appeler une fosse de creusement. Et en fait, on va pouvoir le voir dans la stratigraphie, donc dans la succession des couches en archéologie. Et ça nous permet, en fait, ce niveau de base sur lequel se posent les pierres, ça nous permet d'avoir une datation assez certaine sur la création du mur. C'est-à-dire que si l'élévation du mur ou les couches qui sont contre le mur peuvent dater de périodes ultérieures, le niveau de fondation, c'est-à-dire là où vraiment les pierres se posent, si on trouve des artefacts dedans, on peut très facilement penser qu'en fait, elles sont contemporaines de la création du mur. Donc ça nous intéressait. Il y a un bidon d'eau potable sur le Barnum, le grand là-bas, là. C'est là où D'accord. on se prend les pauses, café, machin. Donc si t'as soif, je sais pas si t'as pris une gourde ou machin. J'ai une bouteille d'eau. Donc après les explications qu'on a eues avec Mathias, là je rejoins Étienne qui est un peu l'autre chef, responsable, chef si je puis dire du chantier. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Étienne, du coup, j'ai 22 ans et du coup je suis responsable d'opération, co-responsable d'opération avec Mathias. On a à notre charge finalement de coordonner l'opération archéologique, définir les objectifs scientifiques en amont de la fouille et il y a tout le travail logistique aussi, louer les voitures, aller faire les courses. Il y a tout ce côté-là aussi qu'on voit un peu moins sur l'archéologie. Tiens, je te propose que tu nous fasses visiter le site. Alors là déjà, où est-ce qu'on est? Là on se trouve du coup à l'entrée du site, enfin une des entrées, un des accès qu'il y a au site, qu'on pense c'est l'entrée principale, qui se situe du coup sur le flanc ouest. Et là actuellement on est même sur le pont qui mène à l'entrée du site, puisqu'on a des vestiges de douves. Là, tu peux voir, elles sont encore bien en eau avec la météo qu'on a actuellement. Et on n'a pas encore trop exploré les douves, mais c'est prévu un jour peut-être, on verra. et du coup on va pouvoir rentrer dans le site en traversant finalement la porte. Et donc tu peux voir aussi les murs qui partent de part et d'autre et qui forment le rempart qui va créer un enclos autour du site, quoi. On a les bastions d'angle du coup à chaque angle de l'enclos qui est vraiment c'est un carré régulier. Et les bastions d'angle qui ont une forme carrée aussi, qui sont sur plan carré, qui sont en gros les tours, si tu veux, qui vont participer au système défensif, bien que le système défensif pour cette époque soit pas certain. Il y a aussi une notion d'architecture ostentatoire. Voilà, c'est la famille seigneuriale. On va mettre des gros murs. On a quand même quelques éléments de défense. On a tu peux voir juste ici, on a une meurtrière. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque où c'est construit, c'est plus aussi important d'avoir des beaux murs de défense bien épais. C'est plus pour créer un espace privé pour le château et créer vraiment une séparation avec le dehors. En plus de montrer, on est des seigneurs, gros murs, quoi. Je te propose alors qu'on avance parce que là devant nous on a un chemin boueux pour les voitures et vraiment il faut s'imaginer qu'on est vraiment au milieu de la nature et qu'on voit un petit peu des élévations par-ci par-là. Ouais. Là c'est vrai que quand on ne connaît pas, on arrive, c'est sauvage, hein. Il y a pas mal de végétation, les herbes sont quand même pas mal hautes et d'ailleurs c'est compliqué pour nous aussi d'intervenir là-dedans, quoi. C'est la jungle un peu, même en forêt de Rambouillet, tu vois, il y a pas mal d'arbres qui poussent. On arrive à côté de la chapelle et donc on a du bâti qui nous reste. C'est ça, on sort un peu de la forêt, on arrive finalement dans les vestiges. Donc là sur ta gauche, il y a le bâtiment, on va dire le vestige principal, hein, celui que tu vas tout de suite remarquer quand tu arrives.
qui est lui aussi recouvert par la végétation d'ailleurs. C'est un problème auquel on doit faire face aussi. Mais pour voir de quoi il s'agit, quoi. Le mieux aussi, ça va être de rentrer pour s'en rendre compte. Mais je peux déjà dire du coup que on est sur un bâtiment en 2 parties. À l'est, on va vraiment avoir la chapelle qui est conservée dans quasiment toute son élévation, y compris sa charpente. Comme tu vois, elle est recouverte là, parce qu'elle menace quand même aussi de disparaître, de s'écrouler. Et là, plus proche de nous, on a la cave. Une cave qui a été réaménagée plus tardivement par rapport à la chapelle. Parce que la chapelle, elle date de quand ? La chapelle, on est à peu près sûr qu'elle date du XIIe siècle. Mais on n'a pas non plus de datation hyper précise pour ça. Et la grande question qu'on a par rapport à ce prieuré, c'est aussi qu'est-ce qui reste de cette époque ? Qu'est-ce qu'on peut y attribuer ? Et même finalement, parmi les vestiges qu'on est sûr que ça relève du prieuré, donc la chapelle en l'occurrence, est-ce qu'elle a été construite dès la fondation ? Est-ce qu'elle est un peu plus tardive ? Peut-être qu'elle est arrivée plus début 13e, dans ces eaux-là. On ne sait pas. Mais elle est médiévale. Autant aller dans la chapelle parce que j'ai vu qu'il y avait une petite porte ouverte. Dans la chapelle, en plus il pleut, donc on y sera sec. C'est mieux. Là, pour les auditeurs, on a vraiment des herbes autour de nous qui font quasiment 1m50. Donc on est vraiment... Même plus haute, il y en a qui sont bien sur les 2 mètres. Donc, mais bon, on a passé un petit coup de rotofil avant. On y voit un peu plus clair. On a dégagé des chemins de passage, quoi. Hop, attention à la tête pour la chapelle, du coup. Voilà. Ah ouais. Ouais. Là déjà, les auditeurs se rendent compte que le son n'est plus pareil. Mais on est à l'intérieur, mais on entend quand même pas mal l'extérieur. Raconte-nous, qu'est-ce qu'on voit ? On est dans le cœur de la chapelle, l'avant arrondi finalement, qui se situe à l'extrémité est de la chapelle, parce qu'elle est orientée vers l'est, vers Jérusalem, tout ça, comme les églises du Moyen-Âge, quoi. Et parce que c'en est une du coup. Et là, tu peux voir les 3 grandes baies qu'on a justement sur la partie est, qui permettent d'éclairer toute la chapelle. Et c'est intéressant parce qu'elles ont été conservées et elles sont typiques finalement des églises et des chapelles de l'ordre de Grandmont, avec cette succession de 3 baies qui illuminent le cœur de la chapelle, alors que le reste de la chapelle à l'époque n'était pas, elle, dotée finalement d'autres ouvertures pour éclairer l'intérieur. Il y avait vraiment cette focalisation sur le chœur, et tu verras même quand on passera du coup partie extérieure, qu'on appelle le chevet, on retrouve d'autres éléments qui sont vraiment comparables avec les autres églises conservées pour cet ordre. Et là, on n'a plus le verre aussi. Enfin là, faut imaginer que là, on a comme tu disais, il n'y a que les grilles. Il n'y a que des grilles. On a encore une armature, un cadrage finalement de fenêtres en bois qu'on peut deviner. Il n'y a peut-être pas encore si longtemps, il y avait du verre pour protéger, mais on ne l'a pas conservé. Mais par contre, on a peut-être sorti ailleurs sur le site des fragments du plombage qui tient finalement les vitraux. Alors après, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça ? On ne sait pas. On n'a pas de texte qui en parle, on n'a pas de vestiges autres qui permettent de s'en rendre compte aussi. Donc plein de questions par rapport à cette chapelle quand même, mine de rien. Et après, voilà, il faut dire, elle n'est pas en très bon état quand même à l'intérieur, même si on a le plafond qui ça va. On voit que dans un coin, là, il y a un mur qui a été construit là au milieu, et que là, on voit un peu de végétation qui rentre et tout ça. Le sol est en terre, et puis tout à l'heure, on avait Mathias qui nous racontait qu'il y avait eu des grosses fêtes apparemment il y a quelques années. Ouais. On voit qu'il y a des inscriptions sur les murs qui font peut-être un peu penser à ça. Tu vois, il y a un lien avec la chapelle quand même dans les graffitis. Tu as Saint-Pierre qui est mentionné plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi encore. Il y a l'enfer, le paradis, le purgatoire. Vader rétro Satanas, enfin bon, ça met dans l'ambiance quoi. c'est particulier. Mais après, tu vois, il y a aussi des fans de l'OM qui sont passés par là. Il y a un peu de tout. Et c'est intéressant parce qu'en plus, comme il y a le projet finalement de réhabiliter un peu la chapelle, enfin en tout cas en faire un espace qu'on peut visiter, où on peut faire des animations, de la médiation autour, du coup en fait tous ces graffitis qui font aussi partie de l'histoire du site, malgré tout, qui sont peut-être pas aussi intéressants au premier abord que le prieuré ou les seigneurs d'Angène, etc. Mais ça en fait partie, et ça montre à quel point c'est important aussi dans le patrimoine local, dans le paysage local. Les gens, ils continuent de vivre la région et de venir dans cet endroit. C'est que c'était pas un lieu totalement abandonné, quoi. Non, et pas du tout en fait. Et tu vois, les gens ont continué de laisser leur marque ici. Bon alors,
on continue la visite du Allons-y. site. C'est parti. Hop, vas-y, fais toujours attention à la tête. Hein. Hop là. Alors, on est sorti de la chapelle et là, juste en face de nous, donc on voit un barnum, donc en gros Ouais. une tente qui est sur un trou. Donc, raconte-nous qu'est-ce qu'il y a sur ce trou. Et bah du coup le trou à la base il n'était pas là, c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qu'on est fiers de l'avoir fait. Et donc le trou en fait nous on appelle ça dans le jargon un secteur, donc en gros un espace de fouille où en gros qu'on a implanté pour essayer du coup de tomber sur des vestiges, retrouver des vestiges et les documenter de manière méthodologique. Et donc on s'en rapproche et sous la bâche il y a des gens. Alors, je passe sous le barnum pour aller voir qui travaille dans le secteur 10. On va juste après passer le piochon dans le mini-coin. On retrouve Marine, Marie-Charlotte et Amber. Alors, qu'est-ce que vous faites, les filles? Alors là, on arrive sur la fin. On essaye de comprendre surtout l'éboulement du mur, parce que le secteur s'est implanté à la recherche de ce mur-là, initialement, parce qu'on a à proximité la chapelle, avec un départ de mur qui est visible. Donc on s'est demandé si on pouvait apercevoir la fondation de la prolongation de ce mur, ce qui est le cas, on l'a trouvé. Par contre, à l'ouest, on a un effondrement qu'on ne comprend pas bien, donc on aimerait descendre pour voir comment ça s'est effondré et si ça s'est vraiment effondré, si c'est pas une destruction volontaire qui a été faite à la fin du XXe siècle. Et là, Marie-Charlotte, là, tu es dans le trou, tu peux nous dire un peu plus. Qu'est-ce qu'on a comme différentes strates? Là, je vois qu'il y a de la... C'est rouge, là aussi. Oui, alors là, ce sont des tomettes qu'on peut apercevoir dans la stratigraphie avec 2 niveaux. Un premier niveau qui se situe au-dessus d'une couche de mortier, suivi d'un deuxième niveau avec des plaques plus larges en terre cuite architecturale. Et au fond du secteur, ici, on retrouve une couche argileuse, sableuse, orangée, dont on ignore encore l'origine. Et là, les tomettes, vous avez déjà réussi un petit peu à dater ou pas du tout? Oui, en fait, c'est encore trop tôt. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut les dater relativement. On peut les dater entre elles, puisqu'il y en a une qui est très clairement au-dessus. Et la couche de préparation du premier niveau qu'on a trouvé se trouve vraiment directement sur le deuxième niveau. Donc là, on sait que c'est un réaménagement direct. Il n'y a pas eu de sédiments entre. Donc c'est la seule datation qu'on peut proposer. Maintenant, on ne peut pas proposer vraiment de date. On peut juste les mettre en relation entre elles. Et après, on va essayer d'analyser en fonction de leur forme, de la pâte aussi, qui la compose, et on va essayer d'en tirer les données, quoi. Et là, Marie-Charlotte, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Là, j'étais justement en train de décaper cette fameuse couche sableuse, argileuse qu'on retrouve au fond de notre sondage. Donc voilà, ici on utilise un piochon qui nous permet d'enlever plus de terre qu'avec la truelle. Quand on est sûr qu'on ne va pas forcément retrouver de mobilier dans la couche, on peut se permettre d'utiliser des outils un peu plus abrasifs. Bon, et là, il y a Amber qui était en train de regarder comme ça de haut. Elles font du bon boulot. Ouais. Là, du coup, c'est quoi ton rôle à part les regarder? Alors en fait, c'est que jusque hier, on avait encore l'espace de travailler à 3 dans cette grande tranchée qui fait 4 mètres de long, je crois, et 2 mètres de large. C'est 1,50 de large. Et donc on avait vraiment des zones un peu définies où on pouvait travailler sur les fondations du mur, on pouvait être à côté du sol, creuser un peu sur l'éboulement. Là aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que le mur on peut plus trop descendre parce que c'est vraiment très peu large. Et donc pour éviter qu'on se marche dessus ou même que ce soit dangereux avec un coup de piochon ou un coup de truelle, vaut mieux qu'il y en ait 2 qui soient en bas vraiment qui galèrent avec le travail manuel, et moi je les aide à vider les seaux quand c'est nécessaire sur le tas qui est juste derrière. Parce que c'est vraiment compliqué de sortir du trou. Moi j'ai même du mal, on a du mal à descendre parce qu'on n'a pas envie de détruire l'éboulement qu'on détruit peu à peu malheureusement avec les bouts de mortier qui tombent au fur et à mesure. Et du coup on essaye de descendre sur le morceau
sur les tomates, mais on n'a pas trop envie non plus de détruire le sol archéologique, quoi. Et là, on voit que les tomates, là, elles sont un peu entaillées. Là, c'est pas vous qui avez fait ça. Vous l'avez vraiment retrouvé comme ça. Vous n'avez pas cassé les tomates. Non. Normalement non, on espère que non, mais en vrai elles sont quand même très à plat, donc rien que ça, si on avait vraiment tout défoncé avec une pioche, ce serait peut-être un peu plus enfoncé. Et les trous auraient été vraiment clairement plus récents que là, on voit qu'effectivement c'est plus ancien. Et aussi l'US là ça fait 1 mètre, au moins 50 cm d'une US qui est donc une unité stratigraphique qui est totalement perturbée avec des déchets très, très récents. Alors des bouts de plastique, des canettes de coca qu'on retrouve vraiment encore très profond, quoi. La laine de verre, des sacs plastiques. Donc c'est assez impressionnant parce que personnellement j'avais jamais vu des déchets comme ça aussi profonds. D'habitude vraiment sous même les niveaux. Ils paraissent plus anciens. C'est vraiment l'état de conservation. Quand on a vu, il y avait une pile Energizer où on pouvait voir la date périmée en mars 2000 et elle était vraiment intacte. Et pareil, on avait un paquet de Malteser, je sais plus quelle autre marque, mais en fait on retrouve vraiment le logo, tout est propre. Il y a juste la date de limite de consommation qui est un peu effacée parce que c'est ce qu'ils font au dernier, c'est l'encre. À partir de là, on peut vraiment voir que ça met beaucoup de temps à se dégrader et c'est assez impressionnant. Bon, alors on passe à un autre secteur. Ouais. On va un peu plus loin. Alors là, attention, on est toujours... Il faut faire attention, puisque comme il continue de pleuvoir, même si on a un joli parasol, hop, Merci on pour le passe là. passage. Vas-y, passe devant. Et du coup là on quitte le secteur 10 pour aller vers le secteur 5. Donc 10 c'est le maximum qu'on a fait pour l'instant. On a ouvert 10 secteurs en tout, 3 ans de fouille. Donc là on arrive vers le secteur 5 qui je dois dire est le plus... le secteur du style, le plus sexy. Alors pour la présentation rapide de ce qu'on trouve, tu vois, il y a des murs. Il y a beaucoup de murs et on comprend pas tout. On comprend pas grand chose même. Mais il y a une belle succession de murs. Voilà, c'est ça. Des beaux murs. Mais c'est pas moi l'archéologue du bâti. Qui est archéologue du bâti ici? Donc tu vois, il y a des murs, alors, ils sont intéressants parce qu'ils sont, dans des axes qui sont liés, qui les lient finalement à des structures qu'on connaît, qui sont encore en élévation. La grande maçonnerie que tu as là, les départs de murs qu'on a sur la chapelle aussi. Ouais, et on est dans l'axe. on est vraiment dans l'axe. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment, il y a le plan type Grand Montain. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Un petit peu. Du coup, il y a le plan type Grand Montain que Mathias t'a déjà présenté. Bon, en gros, ce plan type Grand Montain, il est plus ou moins commun au site, à tous les prieurés qui vont reprendre un peu le même plan. Et du coup la même organisation de l'espace et de répartition des pièces qui sont liées à la vie du prieuré. Et donc là où on se trouve actuellement, en fait on retrouve un peu cette organisation, enfin en tout cas ça pourrait y correspondre. Et donc là actuellement, là où on se trouve, ce serait le cellier. Donc vraiment l'espace de stockage pour les vivres, toute autre chose, le vin, il paraît qu'ils en avaient. Et le secteur 10 qu'on vient de quitter, c'est l'espace où il y avait la salle capitulaire, a priori. Donc on n'a pas non plus encore de quoi l'affirmer, mais en tout cas on retrouve des structures là où on pensait pouvoir en retrouver. Donc on a une correspondance entre le plan type et ce qu'on retrouve, mais c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Il y a des murs qui partent dans des sens, d'autres qui partent dans d'autres sens, et on comprend pas. Mais ça fait plus de choses à documenter, ça fait plus de choses à étudier, et ça donne des perspectives intéressantes. Parce que le but de ce plan type, c'est aussi peut-être soit de le vérifier, soit de le démonter, de dire non, finalement on n'a pas forcément tout le temps la même chose. On peut avoir des traditions locales, ne serait-ce que dans le matériau de construction qui va être utilisé, mais aussi dans la répartition de l'espace, encore une fois. Les pièces qui vont pas être agencées de la même manière. Donc en fait on a plein de questions aussi par rapport à la justesse de ce plan type, de ce plan théorique, quoi. Et le secteur devant nous, le trou, Ouais. il mesure combien là? Il fait 6 mètres de longueur sur 3,5 mètres de largeur. Donc ça fait quand même belle surface. À la base on n'avait pas ouvert aussi grand, mais justement comme l'année dernière il a été ouvert pour la première fois, il y a beaucoup de structures qui sont apparues.
Donc du coup, cette année, même déjà dès l'année dernière, on a ouvert plus large. Et cette année, on a ouvert encore plus large, ce qui a permis la découverte de nouveaux murs encore. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Cette année, on n'ouvre pas plus large parce que ça dépasse nos moyens de fouille. On n'est que sur 3 semaines, hein, donc là, avec autant de secteurs, on ne peut pas se permettre d'ouvrir plus large. Donc là, il y a déjà beaucoup à faire, il y a déjà beaucoup à documenter. Et c'est des choses qui vont être... les résultats de ce secteur vont être comparés avec ce qu'on a sur les autres secteurs, puisqu'on a d'autres secteurs encore qui ont des murs. Je laisse Étienne et je vais aller voir qui travaille dans le secteur 5. Donc au secteur 5, on a Thomas, Noémie et Flavie. Alors déjà Thomas, toi qu'est-ce que tu fais là ? Moi du coup je fouille avec Noémie normalement. Mais là on n'a pas énormément d'espace, donc du coup je fais un peu le transit, je vide les seaux de terre qu'elle sort. On essaie d'avancer un peu plus rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors Noémie, je vais essayer de m'approcher un petit peu de toi sans tomber. Donc là toi qu'est-ce que tu es en train de faire Noémie ? Là on est en train de descendre couche par couche et là on est en train d'atteindre le substrat, donc la couche géologique sur laquelle il y a eu une occupation. Donc voilà, on va s'arrêter sur cette couche. Et là je vois tu racles contre les restes des murs. Ouais, en fait on détourne les murs pour bien comprendre le chaînage entre. Donc il faut un peu enlever la terre qui se trouve entre les pierres, quoi. Alors je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le trou de l'autre côté du mur, enfin du petit mur. Hop. Et là Flavie, tu n'es pas toute seule parce qu'on a un intrus sur le chantier qui n'a pas les chaussures habituelles. Qu'est-ce que tu es en train de faire et qui es-tu ? Alors moi c'est Jimmy et je suis juste de passage pour me rendre compte un peu du site en vue de faire l'étude céramique du mobilier qui sort sur ce chantier-là. Et Flavie, alors là, qu'est-ce que tu faisais ? Alors là, on parlait d'une délimitation du S pour savoir si j'y allais plus de manière plus franco, on va dire, ou de manière plus douce, du coup plus doucement avec la tourelle, pour voir si je décaisse bien mon secteur ou pas, si je vais plus profondément. Du coup, on réfléchissait, on parlait notamment de ça. Ouais, donc là, tu l'as fini celle-là. Ouais, alors là, ça va voir pour toi. Ouais. Ah, tu vois, là, on l'a plus. Ouais, mais là, t'es posé sur un truc, non ? Là ? Ouais, là. Bah, il y a juste de la TCA. Non, ouais, d'accord. Là, on l'a plus. Moi, je serais honnête. Ah ouais, là, tu l'as. Et sur le côté, là ? Ouais. Ouais, là, tu l'as. Là, tu l'as plus. Ah, tu l'as plus. Elle ressort quand même par moment. Du coup, sur nos bermes, du coup, on voit l'enchaînement en fait, des différentes couleurs, des différentes US qui... du coup, c'est la stratigraphie du site. Ok, bon, je vous laisse travailler, merci beaucoup. Pas de soucis. Voilà, on continue la visite avec Étienne parce qu'il y a encore plein d'autres trous à voir. Alors justement, on se dirige vers un autre secteur qui est un petit peu plus loin. C'est ça. On va marcher encore un peu. D'un barnum. Oui, un barnum toujours, parce que là celui-là n'était pas protégé, avec un peu des arbres autour quand même. Là, on est vraiment... Hop, attention. Attention avec les pierres. On passe pas trop proche de la structure parce que celle-là, elle menace personne quand on travaille, mais en passant à côté, elle est un petit peu dangereuse, quoi. Ah bon ? Elle n'a pas été cristallisée en fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été, elle n'a pas été restaurée pour éviter que justement il y ait des effondrements supplémentaires. Tu vois qu'il y a des parties qui se sont effondrées, alors pas quand nous on était là, ça on n'a jamais vu, mais dans l'année, avec les aléas climatiques, ça arrive, ça peut arriver. Du coup, on essaie de ne pas s'en approcher et on fouille pas trop à côté. Alors là, c'est un secteur, un trou, je dis trou. les deux mots à chaque fois. Mais tu remarqueras que c'est des trous particuliers quand même. Ouais, là, il est plus étroit Il que est l'autre. plus étroit.
mais ils ont tous un point commun. C'est que tu vois les bords du trou, qu'on appelle les bermes, sont toutes faites droites, elles sont au cordeau et elles sont toutes droites parce que comme ça nous permet de lire la stratigraphie en fait. Et la stratigraphie, c'est vraiment la succession des niveaux sédimentaires, donc des couches de terre qui vont permettre finalement de documenter l'occupation, l'abandon, les périodes de construction, de circulation, de destruction. En fait voilà, c'est tous ces éléments qui peuvent être mis en évidence à travers la stratigraphie. Donc c'est très important de les garder droites et propres pour qu'on puisse lire la succession des couches. Surtout que les couches sont caractérisables par leur texture, leur couleur. Tu vois, alors je ne sais pas si tu arrives à bien le voir, en plus là, avec la pluie, c'est vrai qu'on voit Mais pas décris-nous parce que les auditeurs ils voient pas. très bien. Ils voient pas. Du coup, Là déjà c'est lequel le secteur? là on est sur le secteur 6. Ouais. Et là tu as une belle vue sur la stratigraphie. Donc tu vois, il y a la première couche, l'humus, qui va être la terre végétalisée. Donc c'est vraiment une surface superficielle récente et qui est très chargée finalement en végétation qui pousse, mais qui est aussi en train de se décomposer. Et du coup, elle est très noire. Donc c'est à cause de toute cette matière organique qui se décompose. Et finalement, quand on arrive un peu plus profond, tu vois, il y a vraiment une succession avec des couleurs différentes. Juste en dessous, ça va être du brun plus clair. Ensuite, on a une poche ocre. Il y a pas la même, elles ne sont pas composées des mêmes éléments. Tu vas avoir des couches plus profondes où il y a des moellons de pierre qui apparaissent, donc des petits blocs. Tu as aussi des petits éléments, des nodules de mortier, donc des fragments de mortier qui composent aussi la couche. Et en fait, tous ces éléments, ça permet de les caractériser, de les différencier. Et en fonction du matériel qu'on va trouver dedans, on va pouvoir proposer des hypothèses de datation de type d'occupation, de circulation, c'est ça, des types d'événements qui s'y sont produits, qui y sont associés. Pour la datation, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la typochronologie. Si on trouve des céramiques, pour résumer, mais si on trouve des céramiques du XIIIe siècle qui sont classées comme étant datant du XIIIe siècle, on dirait cette couche elle a un lien avec le XIIIe siècle. Ça ne veut pas dire que la couche date du XIIIe siècle et qu'il y a une occupation XIIIe. Ça peut être du remblai aussi. Donc quelqu'un qui serait arrivé, qui a utilisé de la terre dans laquelle se trouvaient ces céramiques et qui se serait retrouvé là. Donc c'est un peu plus complexe, mais c'est pour proposer des hypothèses. Ça permet de créer une chronologie relative. Ah, tu balayes en mode genre, on mange. Oui, on mange. Tu balayes ton secteur là, je te dis, wow. C'est ça. C'est fou ça. Je traverse la terre. Alors, et dans le secteur 6, on retrouve Mathias, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, mais aussi Louane. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les deux? Alors là, on est en train de continuer la couche qui, on pense, est peut-être au niveau des fondations du mur. Mais c'est une couche assez épaisse, donc ça fait déjà plusieurs jours qu'on est dessus. Et avec celle qui était au-dessus, ça fait bien 40 cm, 30 cm d'épaisseur. Et on cherche du matériel qui pourrait nous aider à dater cette phase-là, ou même à trouver des niveaux de circulation qui pourraient être contemporains donc, de l'occupation du site. Et donc nous, on cherche les grands montains, donc plutôt l'occupation grande-montaine. Et là, on a récupéré de la céramique, et c'est avec cette céramique-là qu'on pourrait peut-être dater cette occupation grande-montaine du 11e siècle. 12e siècle, c'est ça. Et Mathias, là, c'est toi qui es le responsable du secteur, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez fait ce choix? Là, c'est tout en longueur dans ce trou, dans ce secteur-là. Ouais, alors en fait, ce secteur, on l'avait déjà ouvert l'année dernière, mais du coup, dans un axe inverse, où là, on est dans un axe nord-sud, donc il fait à peu près 2 mètres de large sur, je pense qu'il a bien fait 6 mètres de long à peu près. Et l'année dernière, c'était l'inverse, en fait, il faisait 7 mètres, si on veut dire, de large, et plutôt 2 mètres de long. En fait, donc là, il y a un mur là, il est recouvert de bidim encore actuellement. Et ça, c'était le mur qu'on avait exhumé l'année dernière, qu'on avait mis au jour. Et on l'avait retrouvé sur toute la longueur, parce que c'était l'objectif de l'année dernière, de voir la continuité en fait entre 2 autres secteurs qu'on avait ouverts en 2019. Et là, cette année, en fait, l'objectif, comme dit Louane, c'était de trouver les fondations. Donc au sud du mur, en fait, du côté extérieur, on l'a trouvé. OG l'a fouillé pendant 1 semaine et demie, puis on était déjà pas loin de les trouver l'année dernière. Donc là, on les a trouvés. Et du coup, c'est ouvert en longueur, c'était pour avoir un peu plus de place pour fouiller. Et là où tu te situes, donc là on est au nord du mur. Et sous tes pieds, en fait, on pensait, un petit peu à côté de tes pieds, on pensait
ouvrir un peu plus large pour essayer de voir ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment. Et au final, ça a été assez peu concluant. Il y a Louane qui a trouvé une petite poche de terre, de terre cuite à plat sous des racines. Donc bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, ça reste à creuser, à voir est-ce que c'est par un niveau de circulation justement ou est-ce que c'est juste les racines qui ont emprisonné un peu de terre cuite. Hop, je retrouve Étienne après le secteur 6. Qu'est-ce qu'il reste à voir encore ? On a 2 autres trous, 2 autres trous qu'on n'appelle pas secteurs, eux, on les appelle les diagnostics. Il y en a un, je ne vais pas t'emmener parce que il y a de la végétation partout et il n'y a rien à voir. C'est un diagnostic négatif et il y en a un autre, il y a OG qui travaille et on peut aller le voir si tu veux. Ah bah ouais, moi je suis venue pour ça, pourquoi c'est compliqué d'y aller ? On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de végétation et lui là-bas, ce diagnostic, il est particulièrement paumé, donc on peut y aller quand même, mais voilà, prépare-toi. Eh ben, allons voir Ogier, je suis prête pour ça, je te suis. C'est parti. Alors là, on reprend le chemin qu'on a pris tout à l'heure pour rentrer sur le site. On a toujours notre parasol pour nous protéger de la pluie, pour protéger le matériel et nous aussi, parce que quand même, faut pas qu'on tombe malade. C'est le risque ici, hein. L'archéologie c'est dangereux, hein. Il y a de la pluie, donc bon. Est-ce que c'est pas mieux de travailler quand il pleut que quand il fait super chaud ? C'est 2 écoles différentes. En réalité, c'est pas mal de travailler sous la pluie, parce qu'il fait moins chaud, effectivement. Et aussi, on n'a pas de soleil, donc du coup, pour prendre des photos, c'est pas mal parce qu'on n'a pas d'ombre portée. Et du coup, paradoxalement, c'est mieux. Mais après, c'est compliqué de prendre des photos avec le parasol qui s'envole. De prendre des... Oui, je disais quoi, du coup, les photos. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité, en fait, et de ne pas avoir un effet d'ombre qui va fausser la photo. On va moins voir les couleurs, etc. Là, ça sera plus uni en termes de... Ouais, on verra mieux, quoi, en gros. Ok, bon alors là on rentre, bon ça va, secteur compliqué. Non, j'ai un peu exagéré. On voit un petit parasol au bout, on se doute qu'il y a quelqu'un en dessous. C'est ça. Parce que le parasol, même s'il pleut, mais pour protéger de la pluie. Ça va, je suis à peine mouillée là. Ah bah voilà, Ogier dans son trou du coup. Ogier, ça va ? Qu'est-ce que Ogier fait dans ce trou ? Eh ben il fait un diagnostic. Et donc comme je te disais tout à l'heure, en fait on appelle ça un diagnostic parce que en fait on cherche à savoir si on creuse là, est-ce qu'on tombe sur quelque chose, et du coup ça nous permet de diagnostiquer le potentiel archéologique de l'endroit. Et là en fait on les a fait d'une part parce que pour nos objectifs scientifiques ça permet de sonder un peu le reste du site, ailleurs que là où on travaille normalement, et parce que du coup il y a un projet de médiation et d'aménagement du site pour le rendre visitable et expliquer aux gens ce qui s'y passe, ce qui s'est déroulé, l'évolution du site, etc. Et ça passe par l'installation de panneaux de visite, donc avec, et du coup comme il y a un aménagement qui est prévu à cet effet, et que du coup ils vont creuser pour l'installer, on creuse d'abord pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui soit détruit, et qu'il n'y ait pas d'informations qui soient perdues avec cet aménagement. C'est presque de l'archéologie préventive là. En soi, c'en est. Ça reprend... c'est le principe, c'est ça. Et donc du coup, nous, comme l'aménagement va descendre de 50 cm, nous on creuse un peu plus. Donc là, on est à 80 cm de profondeur. Ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais c'est pas mal de boulot. Parce que là, il fait quand même 1,5 m sur 1,5 m. Donc ça fait un petit cubage quand même à retirer. Alors juste, je vais aller voir ce que Ogier fait de plus près. Je gratte la terre. En fait, on vient en gros de terminer le trou du diagnostic. Là, on est arrivé à la hauteur qu'on voulait. Ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de nettoyer tout simplement les bords du trou, les bermes, pour voir de manière un peu plus claire la stratigraphie, les différentes couches de terre, les différentes unités stratigraphiques. Parce que dès qu'on aura terminé ça, on va faire des petits dessins et relever un petit peu la stratie de cet endroit du site. Donc là je gratte avec une truelle, j'essaye de rendre les choses un peu propres après avoir fait des gros trous à l'arrache là.
je rends ça plus propre. Bah, je te laisse alors terminer ça, merci. Ça marche. Hop. Bon, du coup, vous trouvez pas tout le temps des choses, quoi. Non, là, non. C'est même c'est ça aussi l'archéologie. C'est pas toujours de trouver un temple maya ou quelque chose comme ça, une pyramide. Un temple maya à Rambouillet, ça aurait quand même été quelque chose. Alors, oui, mais je tiens à préciser qu'on a quand même des kangourous dans la forêt de Rambouillet. Mais non. Si. Si. Alors, plus précisément des wallabies, mais il y en a. Alors ça, pierre lisse, tu vois, qui était à l'intérieur, Même là, il y rien en à avait faire. une. Ouais, elle a rien à faire. Alors, ça, c'est clairement... Mais non, Ça, mais il y avait aussi- rien ici. Aussi, on est en forêt. Comment tu veux qu'il y ait une Oui, je dynamique parle aussi contre Mais c'est importante pas ça, non mais je sais pas que c'est une dynamique, mais j'ai la forme, tu vois. Il me pensait genre des trucs de ruissellement, tu vois, genre des tuffes, des conneries comme ça qui sont... Tu vois un peu, c'est un style. Ça, on l'a aussi bien creusé. Hein. Il y avait beaucoup Ah, plus de pierres d'accord, en ok. relief. Là. Bon, à chaque fois, elle tombe. Bah, c'est-à-dire que. Comme par hasard, à chaque fois elle tombe. C'est Billy Jones, C'est vous pas en ici. place. C'est même C'est pas pas en place. C'est pas en place, ça tombe. Si c'est en place, ça tombe pas. Hein. Ouais, moi je te le dis. Ah, Hein. voilà, c'est effondré, c'est effondré. Et les tomates elles s'arrêtent pile là où il y a MC ou avec le truc blanc. Exact. Exactitude. Exact. Après avoir fait la tournée des secteurs, après avoir bien visité le chantier de fouilles, il y a un sujet dont je voulais parler. Donc j'ai invité 2 des membres du chantier, donc on a Humber et Marine avec moi, pour parler d'un sujet qui est quand même assez important et qui me tient à cœur, le sexisme en archéologie, qui a beaucoup été dénoncé notamment par les initiatives de Peytatruel qu'on peut retrouver sur Twitter et Instagram. Je voulais savoir, vous déjà, ça fait quelques années que vous êtes en archéologie, que vous étudiez, est-ce que ce problème de sexisme, est-ce que vous l'avez vu en archéologie? Humber? Alors, moi, en fait, pas particulièrement, j'ai pas directement été touchée par ça, mais j'ai l'impression que c'est plus aussi une ambiance qu'il peut y avoir de... tu sais que, par exemple, s'il faut utiliser des outils lourds comme la pioche ou la pelle, tu vas forcément avoir des remarques à un moment de quelqu'un qui va dire ah, bah, je peux piocher pour toi, ou je peux pelleter pour toi, alors que tout va bien. Il y a des personnes qui apprécient particulièrement la pioche, par exemple moi, et ce qui n'a rien à voir du coup avec le gabarit ou le genre. Il y a aussi des remarques forcément qu'il peut y avoir. Heureusement, du coup, moi j'ai toujours été sur des chantiers qui étaient très, très ouverts, très actuels, on va dire, sur ces points-là. Mais c'est vrai qu'on connaît toujours des personnes qui ont eu des remarques très déplacées et qui n'ont rien à faire dans un contexte de travail. Et toi, Marine? Alors moi, j'ai eu une mauvaise expérience personnelle et j'ai été témoin aussi de l'effet de groupe qui est un problème pour toutes les discriminations, mais oui, pour le sexisme, ne pas laisser pelleter, piocher, porter les seaux, brouettes, tout en fait, et juste réduire la femme à la balayette parce qu'elle fait le ménage. C'est vraiment déplacé, quoi, parce qu'on a les mêmes compétences, on a la même formation, et bien souvent ce n'est pas une question de force, mais plutôt une question d'habileté, et je pense qu'on peut tous l'avoir quel que soit notre genre. Après, il y a des chantiers qui sont quand même très, très bienveillants, mais c'est vrai que l'effet de groupe, c'est un gros problème pour les remarques, les blagues, tout ça, et c'est problématique parce qu'on est quand même en permanence à genoux dans la terre, et de savoir qu'on n'est pas en sécurité si on se sent mal sur un chantier avec son entourage, c'est une position de faiblesse, quoi, quand on a toutes les remarques et les blagues salaces derrière nous. C'est pas quelque chose qui rend le chantier vivable, quoi. On a juste envie de partir, et je pense que ça pourrait aussi dégoûter de l'archéologie, même si c'est pas forcément une première expérience. Pour une première expérience, je pense que c'est radical, mais même si c'est pas une première expérience, je pense que ça peut refroidir et faire arrêter la pratique de l'archéologie, et c'est pas le but, quoi. Et c'est pour ça aussi que votre chantier, aujourd'hui là où nous sommes, a un label, et je savais pas que ça existait, un label archéoéthique. Est-ce que vous pouvez me dire plus sur ce label et pourquoi c'est important ? Alors le label archéoéthique, c'est surtout, ici ça se manifeste par une charte qu'on signe tous, qu'on s'engage tous à signer en tant que fouilleurs bénévoles, mais aussi surtout les responsables d'opération et les responsables de secteur, qui listent en fait de manière assez logique les différents éléments qu'on ne doit pas faire dans un chantier, comme des remarques sexistes, des discriminations, etc. Et donc même si je pense que des personnes qui sont
profondément sexistes s'en foutent de signer un papier pareil. Ça montre quand même une forme d'engagement parce que tu peux te dire je vais pas le refuser aussi, ou aussi ça veut dire que les personnes sont au courant que c'est un problème. Donc rien qu'à partir de ça, ça peut engager la discussion, ça peut rassurer des bénévoles qui voudraient participer à un chantier comme Noémie, qui a trouvé le chantier sur cette liste-là. Donc à partir de là, je trouve que c'est quand même aussi un cadre qui, même si ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des problèmes, force la bonne entente et le bon déroulement d'un chantier. Et aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il faut que ce soit les responsables eux-mêmes qui démarchent pour avoir le label archéoéthique. Donc à partir de là aussi, ça veut dire que c'est toi-même, quand tu organises ton chantier, qui te rends compte des besoins. Et donc ça, c'est pour ça que c'est cool aussi que Mathias et Étienne aient choisi de faire ça. Ça fait plaisir, je trouve. Et en plus, là, ce qui est sur ce chantier, j'ai l'impression que vous êtes à peu près une dizaine. Il y a plus de femmes que d'hommes, il me semble. Oui, alors comme dans la vie courante, au poste de direction, ce sont quand même des hommes. Cependant, au niveau de l'association Monacus, on a eu 2 présidentes des filles, donc on en est quand même plutôt fiers. Mais non, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de filles. Après, ce chantier-là est quand même un peu particulier parce qu'on se connaît quasiment tous. Et je pense que par hasard, on se retrouve plus de filles que de garçons. Là, clairement, c'est rassurant. Par exemple, pour Noémie, qui vient de débarquer dans l'équipe, qui est notre nouvelle de cette année, je pense que le fait d'avoir une charte signée, c'est rassurant. Puis quand on arrive aussi sur le terrain, de voir qu'il n'y a pas eu de discrimination ni au recrutement, ni sur le terrain, parce qu'au final, il n'y a pas un mec par secteur, mais il y a des secteurs aussi que de filles. Et dans le secteur de Flavie, par exemple, Thomas est sous les ordres de Flavie. Et ça se passe très bien. Donc s'il y a des bénévoles qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour participer à des chantiers qui plutôt respectent cette démarche d'archéoéthique, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà, se rendre sur le site archéoéthique. On a la liste des chantiers. Il y en a actuellement une 15aine pour cette année. Après, c'est une démarche qui est quand même assez récente. C'est seulement depuis 2019. Donc, c'est déjà pas mal. Nous, on est archéoéthique depuis 2 ans. Mais par rapport à la proportion de chantiers qui se déroulent sur le territoire français, qui sont ouverts aux bénévoles et aux étudiants, ça reste moindre. Une 15aine sur plus d'une centaine de chantiers, il y a encore un bout de chemin à faire. Et je pense que c'est surtout les chantiers des grandes institutions avec les responsables qui sont bien installés, où il y a quand même un peu plus de problèmes que dans les petits chantiers étudiants comme celui-ci. Ouais, c'est vrai que là, on est sur un chantier. Quand Mathias et Étienne m'ont contacté, au début, moi, je m'attendais à un truc géant. Effectivement, là, on l'a vu, on l'a entendu, enfin, auditeurs, auditrices, surtout entendu. On est sur un petit chantier où vous êtes effectivement une dizaine, mais c'est ça qui est aussi intéressant de voir que même l'archéologie, c'est aussi des petits chantiers comme ça et pas forcément des centaines de bénévoles qui creusent des hectares et des hectares. Merci beaucoup pour ce point. Bon, alors il pleut encore un petit peu au moment où on enregistre. Déjà Mathias, est-ce que tu peux me dire quel bilan on peut tirer de cette journée? Qu'est-ce qu'on peut dire après cette journée de fouille? Une journée de fouille comme aujourd'hui, c'est on va dire une bonne journée. Il y a quand même un peu plu, donc ce matin les équipes étaient un peu divisées. On est parti en premier à 4 et puis après les autres nous ont rejoints dans l'après-midi. Donc ça aussi c'est les aléas naturels qui nous empêchent éventuellement de travailler quand on travaille en extérieur. Mais globalement, on a pu bien travailler cet après-midi. Sur mon secteur, avec Louane, on a pu avancer. En fait, on a descendu 2 couches, donc c'est quand même une bonne progression. On commence à arriver vers les fondations du mur du côté intérieur. Et là, il reste encore quelques jours de fouille. Qu'est-ce que tu espères pour la suite? Il reste quelques jours, mais ça va très vite se terminer parce qu'on est obligé de reboucher les secteurs pour des questions de sécurité. Donc ça nous prend une bonne demi-journée. Et puis généralement, on concentre sur la fin du chantier, en fait, tous les relevés de coupe, donc c'est-à-dire toute la stratigraphie, on la relève à la fin, on fait des photogrammétries, donc c'est-à-dire des photos combinées, des relevés de points GPS. Enfin voilà, tout ça on le fait un peu à la fin parce que voilà, on préfère fouiller le plus de temps possible et concentrer tout ça sur 1 ou 2 journées. Donc là, aujourd'hui, on est mardi, donc il nous reste mercredi, jeudi, et puis vendredi, on va commencer ce travail de relevé, de rebouchage. Attends, ça veut dire que tout ce que vous avez creusé, vous allez reboucher? Et du coup, quand vous allez revenir, vous allez devoir enlever ce que vous avez bouché pour recreuser?
Oui, voilà, ouais, c'est un peu un travail ingrat, mais c'est pas si compliqué qu'on le croit parce que généralement, d'une année à l'autre, en fait, on met du bidim ou du géotextile. Donc, les gens connaissent peut-être, c'est ce qu'on place sur des serres, généralement, parfois en dessous. Et donc, sur les dernières couches qu'on a fouillées, et par-dessus, on rebouche avec la terre qu'on a précédemment enlevée. Et en fait, d'une année à l'autre, cette terre-là, elle se distingue déjà, elle est très meuble, on peut l'enlever à la pelle sans forcément piocher. Et à partir du moment où on arrive sur le bidim, on sait que on est arrivé sur les couches qu'on n'avait pas fouillées l'année précédente. Donc bon, c'est un travail très ingrat qui prend du temps, mais ça va assez vite. On n'est pas obligé d'être aussi attentionné que pendant une fouille classique. Ouais, vous n'avez pas l'impression de devoir refaire à chaque fois. Ça peut paraître parfois un peu absurde, mais là, non, tu me dis que ça va, vous êtes habitué, vous avez ce repère qui vous permet d'aller vite. Oui, bon, je ne vais pas te mentir, c'est quand même pas forcément la partie préférée des fouilleurs, mais voilà, si on s'y met à beaucoup sur le secteur de Flavie, bon, il n'était pas très profond, mais en une journée, ils ont pu tout re-enlever. Marine, notre secteur, ça a été un peu plus long parce qu'on était moins et plus profond. Mais après, généralement aussi, nous, on n'a pas cet équipement-là, mais beaucoup de chantiers utilisent des mini-pelles. Donc, ce sont des petits stratopelles avec des godets de 50 cm ou 1 mètre. Et donc ça permet très rapidement d'enlever de la terre et de retrouver les niveaux des années précédentes en un clin d'œil quand nous, on va mettre une journée ou une demi-journée. Et qu'est-ce que tu aimerais pour la suite ? Est-ce que tu as même des espérances un peu folles ou qu'est-ce que tu rêverais de faire sur ce site ? Alors nous, on n'est pas les seuls à vouloir agir dessus parce que Sombrou-les-Moulineaux, en fait, c'est ceux qui sont, on va dire, les locaux qui sont à Poigny-la-Forêt, qui travaillent principalement sur la restauration, la mise en valeur du patrimoine. Nous, on est vraiment la caution, on va dire, un peu plus scientifique de ce travail-là, où on essaie de documenter. Là, on a quand même 2 grosses espérances. C'est de faire une phase de transition, parce qu'on a beaucoup de nos fouilleurs qui commencent à partir, parce que voilà, c'est la fin des études, il faut trouver un travail, un projet de thèse, donc c'est beaucoup de travail. Et puis, Poigny, c'est pour ceux qui s'investissent à 100%, comme moi, Étienne, Marine ou Flavie, c'est beaucoup de temps, de l'administration, des dossiers à monter, démarcher des gens avec qui on n'est pas forcément toujours d'accord, donc ça, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est de faire une année de transition l'année prochaine en reprenant pas forcément tous les responsables, mais certains, et d'essayer on va dire un peu d'aller chercher en master de médiéval, d'archéologie médiévale ou même d'histoire médiévale, des gens intéressés par reprendre ce projet. En fait, des gens qui pourraient mieux l'intégrer à leur dynamique de recherche, quand nous, avec Étienne, Marine ou Flavie, nos dynamiques de recherche, elles se concentrent plus sur soit l'Asie centrale, le Caucase ou l'Albanie. Voilà, donc. Ah ouais, donc rien à voir. Non, rien à voir, effectivement. Nous, on a vraiment saisi une opportunité ici, donc on est super contents, on l'a bien mené. Et là, l'année prochaine, on aimerait faire donc une année de transition et puis surtout approfondir le côté historique. Donc, parce que c'est des études qui n'ont pas encore été menées, parce que manque de main-d'œuvre, trouver des médiévistes qui lisent du latin, c'est compliqué. Trouver des médiévistes qui ont du temps, c'est compliqué. Donc là, on fait un peu un appel. S'il y a des gens intéressés, ils peuvent contacter Passion Médiéviste via, je mettrai mon mail dans la description de l'épisode. Et puis, c'est des gens qui ont envie de venir faire de la fouille ici à Poigny-la-Forêt, ils peuvent te contacter. Alors ouais, c'est même pas de la fouille, c'est que là, il y a un gros travail d'archives. On a plein d'archives qui sont prêtes. On a un autre historien, une histoire environnementale qui connaît comme sa poche les archives des Yvelines et qui pourrait vous guider. Donc ouais, c'est un peu un appel à projet. On a des financements possibles aussi, donc si quelqu'un est intéressé, voilà. Mais bon, c'est ardu parce que faut comprendre que c'est un site qui va de la période du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, on va dire, dans sa globalité en tant que bâtiment. Bon, pour la période plus contemporaine, il y a beaucoup de choses à faire aussi, mais ça peut être fait dans un second temps. Mais voilà, donc ce serait un travail non seulement de médiéviste, mais aussi presque de moderniste. Donc c'est pour ça que voilà, c'est une double casquette qui est difficile à avoir. C'est des gens prisés et on ne désespère pas, on a des contacts, mais ce sera un travail qu'on aimerait bien mener. Et puis voilà, la fin, c'est de terminer sur 2-3 ouvertures qu'on n'aurait pas pu exploiter ces 2 premières années, notamment le puits. On aimerait bien voir un peu ce qui se passe autour. On a fait de la géophysique. Bon, on n'a pas les résultats exploitable pour l'instant, mais ça va donner sûrement des choses intéressantes. Et en fait, faire une publication finale, ce qu'on appelle une monographie. Donc, un bilan des 3 ou voire 4 années qu'on aura fouillé, pour que si jamais le projet s'arrête parce qu'il n'y a plus assez d'élan dedans, quelqu'un qui veut le reprendre après soit pas perdu et puisse repartir d'une base sérieuse, quoi. Merci beaucoup. Et de rien. Ça, c'est un bon fond d'ambiance. C'est la poche. C'est la poche. Hop là. Merci encore à Mathias Bella et Étienne Cournet et à toute l'équipe pour leur accueil et leur gentillesse.
J'espère que cette immersion archéologique et sonore vous a plu. C'était la première fois que je faisais un enregistrement avec autant d'intervenants pour un épisode hors les murs. J'ai d'autres idées un peu similaires, comme avec des compagnies de reconstitution, par exemple. On verra. Si vous voulez en savoir plus sur le site de Fouilles des Moulineaux, vous pouvez retrouver sur passionmédiéviste.fr un article avec des photos de toute cette joyeuse équipe et du chantier de fouilles, bien sûr, des différents secteurs, enfin des trous, vous avez compris maintenant. Si ce format hors les murs vous plaît, vous pouvez aller écouter les autres épisodes que j'ai réalisés en mode immersion sonore, comme à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, au lac de Paladru, au marais salant de Guérande, dans les rues de Dijon ou encore autour du Palais des Papes à Avignon. Les prochains épisodes des Hors les Murs ne seront pas pour tout de suite. Vous l'avez peut-être compris, j'aime bien en sortir l'été et en général, je les enregistre au printemps, quand il ne pleut pas, enfin normalement. Donc si vous avez des suggestions de lieux en France où je pourrais aller enregistrer, n'hésitez pas à m'envoyer vos propositions par mail à l'adresse passionmédiéviste avec un S à médiéviste, on n'oublie pas, @gmail.com ou en passant par l'onglet contact du site. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!